Bonjour, bienvenue dans le 3e épisode du podcast d'Histoire et maintenant le feu. Je reçois aujourd'hui Jérémy Foa, spécialiste des guerres de religion, maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille Université. Il va vous plonger dans la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, au ras du sang, dans les rues des villes où ont lieu les massacres. On parlera des tueurs, des victimes auxquelles ils redonnent leur nom, des lieux et des sens auxquels on ne peut plus faire confiance. J'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute, sur Instagram et à le noter. Bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Merci infiniment de votre présence. Vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille Université, spécialiste des guerres de religion. Vous avez participé et dirigé de nombreux ouvrages collectifs, notamment avec Quentin de Luermoz récemment, Les épreuves de la guerre civile. Vous avez contribué à la BD Histoire dessinée de la France et vous avez participé à l'adaptation de Tout ce qui tombe en 2 épisodes pour France Télévisions, Tués au nom de Dieu. Vous avez publié votre thèse, Le tombeau de la paix, une histoire des édits de pacification, 1560-1572, introuvable sur Internet à 500 €, donc vous ne le trouverez pas, je suis désolée. Tout ce qui tombe, visage de le massacre de la Saint-Barthélemy à la découverte, en 2021, dans cette magnifique collection à la source, et en 2024, Survivre, une histoire des guerres de religion au Seuil. Tout ce qui tombe a été le livre avec lequel je vous ai découvert et un grand choc de lecture pour moi, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. C'est pour moi, en toute simplicité, un des plus grands livres d'histoire de tous les temps. Vous êtes non seulement un de nos plus grands historiens, mais vous êtes aussi un écrivain. Vous avez une écriture rare et flamboyante. Et c'est une chance pour nous d'être votre contemporain, alors encore merci. En vous relisant, 2 thématiques m'ont semblé importantes pour comprendre l'histoire des guerres de religion et de la Saint-Barthélemy. On commencera par la question du proche, comment ces massacres sont commis par des voisins, l'importance des lieux dans la tuerie. Puis on s'intéressera aux individus et à leur sensibilité, que fait le massacre au corps, les différentes violences, leur rapport aux objets, à l'intime. Jérémy, nous crépitons de joie de vous écouter. Pour commencer, et pour que tout le monde soit à l'aise avec la Saint-Barthélemy et les guerres de religion, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les guerres de religion rapidement et ce qu'il y a dans ce chaudron du temps qui déclenche ce massacre-là ? Oui, alors la Saint-Barthélemy, c'est une série de conflits qui commence en 1562 et, dit-on, termine en 1598 avec l'édit de Nantes, Henri IV, qui accorde la liberté de conscience aux protestants. Ces guerres de religion, elles voient s'affronter les protestants, peut-être 10% du royaume de France, 2 millions de protestants sur 20 millions de Français, et les catholiques. Alors ces affrontements, c'est à la fois des affrontements armés, des conflits officiels, mais c'est aussi des affrontements qui se situent au niveau de la rue, au niveau des maisons, au niveau des places publiques. Donc ça va de la grande bataille au petit affrontement dans la rue. Et ça dure une 40aine d'années, avec un niveau d'intensité différent. Il y a des massacres. La Saint-Barthélemy, c'est pas le premier, c'est sans doute même plutôt le dernier. Le massacre de Sens, par exemple, c'est en 1562. Et puis, il y a des grandes batailles. Et entre ces grandes batailles, il y a aussi des périodes de paix qu'on oublie souvent. C'est pas 40 ans de blocs de violence, c'est parfois des massacres. Et puis, Catherine de Médicis, la mère du roi, la régente, qui essaye, autant qu'elle peut, de faire la paix. Ça s'appelle les édits de pacification qui entrecoupent les guerres de religion. Et quel est le profil des tueurs de la Saint-Barthélemy ? Quelle serait leur sociologie ? Alors la sociologie des tueurs de la Saint-Barthélemy, elle est assez variée. Ce qui me paraît important de dire, en tout cas c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que, en leur immense majorité, ce ne sont pas des éléments du peuple. On a longtemps dit, souvent par mépris de classe, que la Saint-Barthélemy, aussi bien à Paris qu'à Bordeaux ou à Toulouse, avait été perpétrée par le peuple. On ne sait pas trop ce que ça désigne, le peuple, mais on imagine que c'est les basses couches de la société. Ce que j'ai pu montrer, c'est qu'il y a une catégorie de super tueurs, c'est-à-dire des tueurs qui tuent beaucoup plus que les autres et qui, eux, appartiennent de manière privilégiée à la bourgeoisie. Par exemple, je vous en donne un, il s'appelle Thomas Croisier. Thomas Croisier, il est tireur d'or, c'est-à-dire que c'est un orfèvre à Paris. Un de ses compagnons parmi les super tueurs, c'est Claude Chenet. Claude Chenet, il est brodeur. Donc vous voyez ici que, en tout cas parmi ceux qui tuent beaucoup, ceux qui sont au sommet des décisions de tuer leurs voisins, on a des éléments qui sont extrêmement bien intégrés dans la vie sociale à Paris ou à Lyon. On va parler de bourgeoisie, mais de la très bonne bourgeoisie.
Et vous écrivez dans Tous ceux qui tombent, la Saint-Barthélemy est un massacre de proximité, perpétré en métrique pédestre par des voisins sur leurs voisins. Les tueries de l'été 1572 ont le quartier non seulement pour théâtre, mais aussi pour condition. C'est parce qu'ils partageaient le quotidien de leur cible que les assassins ont su si vite où, comment et qui frapper. Ça, c'est un trait connu maintenant des violences de masse, la place des voisins du tout proche, notamment montrée par Hélène Dumas lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Mais qu'est-ce qui autorise à tuer son voisin? Qu'est-ce qui déclenche le meurtre au niveau individuel? Alors c'est comme toujours dans ces circonstances, une série de motivations encastrées les unes dans les autres et qu'il est très difficile de démêler, mais je peux vous signaler un certain nombre de motivations qui pourraient expliquer le passage à l'acte au niveau individuel. La première raison, il faut jamais l'oublier, même si moi j'ai tendance à la minorer, en tout cas dans ce que j'écris, c'est la raison religieuse. C'est la haine religieuse. Les tueurs sont habités par une angoisse qui est celle de ne pas entrer au paradis. Qu'on va dire angoisse eschatologique qui porte sur le moment du jugement dernier, où est-ce que l'âme ira. Or, on a cette idée, en tout cas quand on est un catholique fervent, qu'accepter de tolérer, de vivre à côté d'un protestant, à côté d'un hérétique, ça met en péril votre salut. Et donc, tuer des protestants, tuer des hérétiques, c'est faire l'œuvre de Dieu. Denis Crouzet dit, c'est faire un travail de guerrier de Dieu. Et évidemment, ça montre qu'il y a avant tout des motivations qui sont liées à l'angoisse religieuse. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que à cette angoisse religieuse, il fallait articuler d'autres logiques, qui peuvent être des logiques de concurrence professionnelle. Par exemple, on va en profiter pour se débarrasser d'un voisin qui a la boutique en face et qu'on déteste, qui est un concurrent. Il va y avoir des logiques de couple, des logiques familiales. Des maris qui se débarrassent de leurs femmes, des femmes qui se débarrassent de leurs maris, des neveux qui participent à la mise à mort de leur tante. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut complexifier ce massacre. Bien sûr, on a un élément premier qui est la haine religieuse, mais elle ne suffit jamais. À cette haine religieuse, il faut articuler toute une série de petites raisons, parfois très prosaïques, qui vont permettre le passage à l'acte. Et il y a un élément qui revient, c'est le fait que la Saint-Barthélemy, sans être préméditée, a été préparée, que des listes sont notamment faites. Alors par qui et comment est-ce que ça permet du coup le massacre? Oui, ça c'est vraiment le cœur de la thèse de mon livre, c'est préparation sans préméditation. Et pour moi c'est très important de tenir les deux. Que la Saint-Barthélemy 1572, 24 août 1572, n'ait pas été prémédité. Maintenant, c'est accepté par tous les historiens. C'est important de le rappeler parce que pendant très longtemps, on a dit que Catherine de Médicis ou son fils Charles IX ont réuni les protestants à Paris autour d'un mariage comme un piège pour les encercler à Paris et les assassiner. C'était un massacre prémédité. Alors aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Personne ne savait que ce soir-là, il y aurait une mise à mort des chefs protestants et puis d'une partie des protestants de Paris, etc. Donc, non-préméditation. Et ça, c'est vraiment une grande avancée historiographique que de l'avoir dit et de le maintenir. Ce que moi, j'essaie de montrer, c'est que cette non-préméditation doit s'articuler à une préparation. Mon livre, il s'agit de montrer que on ne peut pas s'improviser tueur de protestants du jour au lendemain, qu'il y a une série de savoir-faire, de compétences, de connaissances que les tueurs doivent précédemment avoir acquis pour pouvoir être efficace. Qu'on peut pas tuer 3000 personnes à Paris, 10 000 personnes dans l'ensemble du royaume de France sans s'être, si vous voulez, entraîné. Alors on s'entraîne à commettre un massacre dont on ignore qu'il aurait lieu, qu'on souhaite voir advenir, mais les tueurs ne savaient pas qu'il y aurait un massacre ce soir-là. Alors qu'est-ce que c'est que ces petites compétences, pas ces petites, ces compétences fondamentales pour tuer 3000 protestants à Paris? Eh bien, déjà, savoir à quoi ils ressemblent. Si on ne le sait pas au préalable, on ne peut pas le décider en un quart de seconde le soir du massacre. On est dans des sociétés où il n'y a pas de photo d'identité. On est dans les sociétés qui ne sont pas des sociétés informatisées. Donc, le visage, c'est pas écrit sur leur visage qu'ils sont protestants. Donc, le visage qui est protestant? Deuxième information qu'on a accumulée par le passé, l'adresse. Où est-ce qu'habitent les protestants de Paris, de Lyon? C'est ici que les listes dont vous parlez sont utiles, parce que les listes, elles ont servi par le passé à la persécution des protestants.
à les jeter en prison, à dire tel individu s'appelle X et habite à l'adresse Y. Eh bien ça, c'est conservé dans du papier ou dans des registres. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur les registres de la conciergerie, la principale prison de Paris. Dans les registres de la conciergerie, on a noté les protestants qui ont été arrêtés par les miliciens avant le massacre. Entre 1568 et 1570, notamment, il y a une intense période de persécution des protestants. On en arrête beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrête les protestants, quand on les jette en prison ? Entre 1562 et 1570, en gros, dans les 10 années qui précèdent le massacre, eh bien, on emmagasine des informations qui vont être nécessaires à la mise à mort des protestants. Ces informations, je viens de vous les dire, c'est le visage, les adresses, et puis aussi, il y a un savoir-faire corporel, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller chez quelqu'un, de le saisir et de le jeter en prison. Pour moi, c'est vraiment très important d'articuler la préparation, mais tout en maintenant la question de la surprise. Tous ont été surpris. Les premiers à avoir été surpris, c'est les protestants, bien sûr, mais même pour les tueurs, c'était une surprise. Bien sûr, c'était une divine surprise, une bonne surprise. Préparation sans préméditation. Et on va descendre, comme vous dites, au ras du sang, et nous intéresser à la question des lieux, qui me semble fondamentale. L'espace devient flou. Il n'y a plus de distinction entre le front et l'arrière. Quels sont les nouveaux repères dans l'espace ? Comment est-il quadrillé ? Alors ça, c'est une des caractéristiques de la guerre civile, disons, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, parce que c'est dans les faits toujours un peu nuancé, que la guerre civile, par opposition à la guerre interétatique, ou même par opposition à la guerre juste telle qu'elle a été conceptualisée au Moyen-Âge, n'a pas de distinction entre le lieu où l'on se bat et le lieu où l'on se repose. Pour le dire dans les termes contemporains, pas de distinction entre le front et l'arrière. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la violence dans une guerre civile peut survivre sur une place publique, peut survivre dans une rue, dans un café, dans une taverne, voilà. Les conséquences au niveau du quotidien, c'est ce que j'ai essayé d'étudier dans mon deuxième livre qui s'appelle « Survivre ». C'est que ça met les contemporains dans un état de vigilance permanent, dans une forme d'hyper-vigilance, dans la mesure où une rue, dans une ville, même une maison, même une chambre à coucher, c'est ce que dit Montaigne, ne sont jamais sûrs. On peut espérer, dans une guerre interétatique, si on est à l'arrière, être vaguement à l'abri, même s'il y a bien sûr les bombardements. En tout cas, la violence du quotidien, en théorie, en tout cas, ne pénètre pas dans les rues. Dans la guerre civile, la violence, elle peut venir du voisin, du boucher, du passant qui s'avance. Et donc, il faut apprendre très rapidement, pour précisément répondre à cet état d'hypervigilance, il faut apprendre très rapidement à lire les indices dans l'espace pour savoir si à la fois les êtres que vous croisez, les lieux que vous traversez sont inoffensifs ou dangereux. Alors quels sont ces indices ? Eh bien parfois ils sont très ténus, très subtils. Ça peut être des indices vestimentaires. Alors ça c'est assez facile. Est-ce que la personne qu'on croise a une écharpe ? De quelle couleur est son écharpe ? Mais Montaigne dit qu'il faut être attentif à la façon dont les émotions corporelles peuvent éventuellement trahir un ennemi. Il dit qu'il a voyagé avec quelqu'un et il a compris que son compagnon de voyage était un adversaire à son émotion. Chaque fois qu'il croise des soldats, son adversaire qui se fait passer pour catholique alors qu'il est protestant tremble. Donc vous voyez ici, on a un petit indice. Montaigne dit « Prêtez attention », les gens mentent dans la guerre civile, prêtez attention aux petits détails. Est-ce que votre interlocuteur pâlit, rougit, bégaye, transpire ? Alors ça, c'est sur les personnes, la façon de se comporter. Évidemment, on peut leur poser des questions. Et puis, on a la même chose, la même lecture, la même sémiotique, si vous voulez, avec les lieux, avec les façades, avec les maisons. Est-ce qu'il y a une croix ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de croix ? Est-ce qu'il y a une église ? Une église, ça vient très souvent signaler quelque chose. Est-ce qu'il y a des petits objets qui ont été dissimulés, que certains arrivent à lire et qui indiquent que telle maison, telle façade, telle rue sont une rue catholique ou une rue ligueuse ? Donc très rapidement, si vous voulez survivre dans cet univers
hostile, il faut devenir un expert du monde des signes. Lire les signes sur le visage des gens, parfois des signes qui sont enfouis, lire les signes sur les façades, dans les maisons, etc., etc. Et vous prenez l'exemple d'un capitoul huguenot, Adhémar Mandinel, qui est décapité en 1562 et dont la tête est exposée depuis 2 ans au bout d'une lance sur la porte d'entrée de la ville de Toulouse. Alors, qu'est-ce qui reste de cette tête? Ça doit être dégueu. Comment est-ce que les cadavres marquent aussi l'espace? Par exemple, où est-ce qu'on jette les cadavres? Parce que c'est toujours signifiant pendant les massacres. Alors, oui, la question des cadavres et des restes humains est quelque chose d'assez intéressant pendant les massacres. Donc, la tête de Adhémar Mandinel, effectivement, c'était un capitoul protestant, un conseiller municipal protestant, si vous voulez, qui a été décapité par les catholiques. Et en signe de vengeance, les catholiques ont exposé sa tête à l'entrée de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le cadavre va servir à délimiter un espace. D'un côté, un espace qui va être protestant à l'extérieur, et puis de l'autre, on a au contraire une cité, Toulouse, qui est sanctifiée comme catholique. Plus généralement, les cadavres, lors du massacre notamment de la Saint-Barthélemy, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un grand enjeu. Deux devenirs principaux pour les cadavres: la Seine, ou le Rhône à Lyon. Donc on lance depuis les ponts, à Paris ou à Lyon, les cadavres huguenots à la rivière. Donc on a une symbolique ici qui est une symbolique de purification, une symbolique de baptême aussi. L'eau du fleuve va purifier Paris de la souillure, entre guillemets, protestante. Donc ça, c'est le premier devenir, le fleuve. Le deuxième devenir, on le sait, c'est la fosse commune. À Paris, à Toulouse, on a jeté les cadavres protestants dans des fosses communes assez indistinctement. Alors ça pose un problème, enfin ça pose beaucoup de problèmes, mais ça pose notamment un problème pour la question de la succession. Les corps qui ne sont pas retrouvés ne permettent pas de dire à coup sûr que la personne est morte. Si on n'a pas retrouvé le corps, s'il n'y a pas de cadavre, est-il certain que la personne soit morte? On n'a pas pu faire un enterrement, on n'a pas pu constater devant notaire que la personne était morte. Et ça pose problème notamment à ceux qui veulent hériter. Et très souvent, ceux qui veulent hériter ou ceux qui veulent succéder font partie des tueurs. Donc on a parfois des tueurs qui se retrouvent dans cette situation assez paradoxale. Ils se sont débarrassés des cadavres, mais les personnes par conséquent ne sont pas vraiment mortes, puisqu'on n'a pas établi devant notaire qu'elles étaient mortes. Et si vous voulez succéder, si vous voulez hériter de leur maison, si vous voulez même leur succéder, par exemple, on peut parler d'un professeur d'université, un professeur d'hébreu qui s'appelle Louis Chénaud. Louis Chénaud était protestant et exécuté pendant la Saint-Barthélemy. Son corps disparaît. Celui qui veut lui succéder dans son collège à l'université est obligé d'embaucher des étudiants pour venir devant notaire dire « Oui, nous avons vu son corps mort le soir du massacre, il est vraiment mort. Par conséquent, la charge à l'université est vacante et on peut lui succéder. » Vous voyez ici, vous avez aussi un devenir du cadavre qui est problématique. Et quant à la ville, on a vu à quel point elle pouvait être problématique. Elle se pare d'affiches, de placards, de signes. Vous parlez de la seconde peau de la ville. Quelle est la place de cette seconde peau dans le quotidien des habitants et comment la lisent-ils ? Alors ça fait partie des hypothèses de mon livre. Quand je dis hypothèse, c'est que pour l'historien, c'est un peu frustrant. Ça a en immense partie disparu. On sait par quelques témoignages, par quelques chroniqueurs, Pierre de l'Estoile par exemple à Paris, que pendant la Ligue, notamment, à partir des années 1585 à Paris, il y avait des affiches partout. On sait que les guerres de religion sont un moment où on va engager de manière intense des imprimeurs pour, bien sûr, produire des livres, mais aussi produire des affiches. Donc les affiches, eh bien, elles vont proclamer des vérités, soit politiques, soit religieuses, et elles vont aussi permettre d'identifier que telle maison est protestante, telle maison est ligueuse, telle maison est royaliste, juste parce que son propriétaire a utilisé l'affiche comme un marqueur de territoire. Donc, pour répondre à votre question, les affiches, elles font aussi partie de ces signes, cette seconde peau, il faut savoir la lire
très rapidement. On est dans une ville qui est en partie en superficialité, où il faut apprendre à guetter ces indices. Les affiches, ça fait partie des indices qu'on doit savoir lire. Et bien sûr, il faut savoir décrypter qui les a posés, dans quelle intention on les a posés, où est-ce qu'on les a posés, et puis bien sûr, qu'est-ce qu'elles disent. Et à l'inverse du bâti, du bâtiment, il y a aussi le débâti, ce qui a été rasé, la ruine des églises. Vous écrivez « plaies vives et places vides, servant à rappeler la victoire des uns sur la faute des autres ». Comment sont vécus ces vides? Qu'est-ce qu'on y fait et surtout qu'est-ce qu'on n'y fait pas, peut-être? Alors ça m'a intéressé en effet dans mon livre Survivre, cette question des maisons abattues. On en a un certain nombre d'exemples à Paris, bien sûr, mais pas que, on en a d'autres à Toulouse. Une maison dans laquelle on célébrait un prêche protestant va être abattue, rasée, et jamais reconstruite. Elle va donc laisser un signe vide. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'essaie de comprendre ce que les contemporains doivent mobiliser comme compétences et comme connaissances pour lire ici, non pas directement un signe, enfin c'est toujours un signe, mais plutôt pour lire l'absence de signe. Et donc là, il y a toute une mémoire de la ville qui rentre en considération. Les personnes, pour s'orienter dans une ville, ont aussi cette mémoire qui leur permet de savoir qu'à tel endroit s'élevait une maison. Et chaque fois qu'ils passent ici, ils revivent symboliquement ce moment de destruction de la maison, avec bonheur pour les catholiques, avec tristesse pour les protestants. Et donc ici, l'espace, et ça m'a intéressé pour dire ceci, c'est pas seulement le bâti qui fait signe. Dans les guerres civiles, on sait aussi que le débâti, l'absence de quelque chose, l'absence de marque, l'absence de cette maison qui était une maison de protestants ou une maison de ligueurs ou une maison de révoltés, l'absence de ceci, cette place vide que l'on doit traverser, c'est aussi un signe. Et en fréquentant de manière assidue ces espaces, eh bien, on a des corps qui emmagasinent aussi des informations. C'est ce que dit Pierre Bourdieu. L'espace, c'est le lieu par excellence de la violence symbolique. Voilà. Cette violence symbolique, eh bien, c'est ce qui permet aux personnes de comprendre qu'ils sont bienvenus ou non dans un espace. Ça leur permet de lire les catégories qu'ils traversent. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, cette question des destructions, du débâti, des tours qui s'effondrent et qu'on ne reconstruit jamais. Et la dimension spatiale du massacre montre un aspect important dans l'émergence de la modernité, notamment c'est la séparation plus nette entre le privé et le public. Comment est-ce que ça joue dans cette définition différente du privé, par exemple, qui évolue à ce moment-là? Qu'est-ce qui change dans l'esprit et dans les pratiques des contemporains? Ça, c'est un point que j'ai travaillé dans divers articles que j'ai synthétisés dans ce livre. En effet, on peut dire que les guerres de religion contribue de manière importante à la modernisation de la définition des catégories du public et du privé. Je m'explique. Les protestants se voient, grosso modo, reconnaître liberté de conscience et liberté de culte pendant les guerres de religion. Liberté de conscience totale, mais liberté de culte limitée. Pourquoi limitée? Bien parce que on est dans un pays de domination catholique, et donc les protestants qui veulent prier, en tout cas célébrer leur culte, vont être obligés de le faire chez eux, de manière domestique. À l'inverse, l'espace public va être l'espace du catholicisme, des processions. Et donc on va avoir ici, à l'occasion des frictions que crée la manifestation de religions controversées dans l'espace public, la nécessité de créer un espace privé plus privé. Ce qu'on peut dire de manière un petit peu grossière, c'est que la distinction public-privé, avant ce moment-là, elle est relativement floue. On a la possibilité assez facilement de passer de l'un à l'autre, et en tout cas le privé, la maison empiète dans l'espace public, la maison déborde dans la rue, la sociabilité domestique déborde dans la rue. Pendant les guerres de religion, on ressent ce besoin, l'État monarchique ressent ce besoin de créer des espaces privés
qui sont vraiment privés et qui vont servir aux protestants notamment à célébrer leur culte. Mais c'est pas si facile parce que les protestants qui sont cantonnés à l'espace privé, à l'espace domestique pour prier, eh bien, ils vont ressentir avec une grande frustration cette privatisation du culte. Et donc, ils vont se servir de toute une série de pratiques pour contester cette distinction qu'ils estiment injuste entre privé et public. Comment est-ce qu'on conteste ? Ils sont obligés d'être chez eux pour célébrer leur culte. Par exemple, les protestants, vous le savez, ils refusent de faire maigre en carême. Donc, les jours de carême, ils vont manger de la viande, ouvrir leurs fenêtres et faire circuler l'odeur de viande dans la rue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une odeur de viande qui part d'une cuisine et qui va vers la rue ? Eh bien, c'est une transgression symbolique, olfactive, si vous voulez, de la frontière publique-privée, de la frontière domestique-rue. Les protestants se servent de ça pour dire il est injuste qu'une foi, si minoritaire soit-elle, soit cantonnée à la maison, alors que les catholiques ont tout l'espace public. Et dans ces contestations, alors ces contestations, elles peuvent être olfactives, mais aussi ils peuvent chanter. Ils se réunissent chez eux, ils chantent les psaumes tout haut. Ils ouvrent les fenêtres, les sons sortent de leur maison et arrivent aux oreilles catholiques. Et donc ici encore, on a une transgression ici sonore de cette frontière qu'ils estiment artificielle entre public et privé. Chaque fois qu'il y a une transgression comme ça va créer une rixe, des conflits. Les catholiques disent il est insupportable d'entendre des chants protestants dans la rue. Le roi va publier un nouvel édit en disant les protestants, s'ils veulent chanter, doivent le faire à fenêtre fermée. Et donc vous voyez que dans ces multiples contestations, violences, transgressions, eh bien progressivement on en vient à définir de manière de plus en plus précise la frontière entre ce qui relève du domestique et ce qui relève de l'espace public. Et dans Le Tombeau de la paix, vous écrivez « Les guerres ont laissé dans la rue des signes, des conflits qu'il faut éradiquer. Croix commémorative, statues, images infamantes. Comment est-ce que l'oubli est mis en place dans l'espace tuméfié par les guerres civiles ?» Catherine de Médicis a beaucoup travaillé cette dimension, en effet, dans les édits de pacification. On en a parlé au début de notre entretien. Les guerres de religion, c'est pas un continuum de violence. Ces violences sont entrecoupées d'édits de pacification. Dans les édits de pacification, Catherine de Médicis et aussi son chancelier Michel de l'Hospital favorisent l'oubli. C'est-à-dire contraignent les Français, protestants comme catholiques, à oublier les violences du passé, à oublier les conflits du passé, à oublier les injures que les uns et les autres ont subies, et même à se considérer, je cite, comme frères, amis et concitoyens. Alors ça, c'est au niveau du langage, mais aussi au niveau du droit. Bien sûr, il est interdit de faire reproche en justice de ce qui s'est passé durant les conflits, sauf cas de crimes abominables qui peuvent être poursuivis en justice. Donc on a un oubli. Catherine de Médicis a cette idée que pour faire la paix, pour construire une société viable, il faut oublier les conflits, les violences qui se sont jouées entre protestants et catholiques pendant les guerres. Ça vaut aussi pour l'espace. Cet oubli. On sait que les uns et les autres, beaucoup les catholiques, ont utilisé les objets commémoratifs pour marquer leur victoire. Alors on a parlé tout à l'heure de la tête de Adhémar Mandinel. C'est un objet commémoratif, mais ça peut être une croix. Ça peut être une pyramide. On retrouve tout ça au temps des guerres de religion. Un parti, très souvent les catholiques, emportent une bataille réelle ou symbolique et en souvenir de cette bataille vont ériger un monument dans l'espace public. Un des actes de la monarchie, elle réussit pas toujours, mais un des actes de la monarchie, ça va être essayer de travailler à araser l'espace public de ces marques commémoratives, parce que l'idée de Catherine de Médicis, mais pas que de Catherine de Médicis, ça sera suivi par Henri IV, c'est que ces rappels incessants de la conflictualité ne travaillent pas à la paix. Et donc on va essayer de débarrasser l'espace public de ces souvenirs. Et il y a une notion qui revient en filigrane, pas d'ailleurs en filigrane d'ailleurs, mais dans vos ouvrages, c'est celle de seuil, selon différents aspects, et qui m'a beaucoup intéressée. Sociologique d'abord, vous écrivez
En deçà d'une lecture théologique, ce que dit la récurrence de ces petits personnages dans les témoignages, c'est que les acteurs en situation de seuil, spatial ou social, sont plus que les autres en position de sauver. Ainsi, les personnes au contact de deux univers, domestiques, valets, femmes de chambre, ou de celles en lisière de deux espaces, portier, gardien de porte ou concierge. L'humilité sociale s'accompagne aussi souvent d'une inestimable discrétion. Quels sont leurs rôles et leur capacité d'action à ces personnes entre deux mondes, entre deux espaces ? Oui, alors ça, c'est un sujet sur lequel je travaille encore, justement, ces personnes qui ont la capacité de sauver. Alors, on peut les appeler de manière anachronique des justes, et c'est souvent très anachronique parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas si justes. Mais revenons à cette question de seuil. Vous avez raison, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup. Ce dont je me suis aperçu, c'est que très souvent, dans les témoignages des survivants, la plupart d'entre ces survivants sont des protestants, on s'aperçoit que les personnes qui se tiennent sur le seuil de leur maison. Alors, un exemple, c'est le concierge. Un concierge, c'est quelqu'un qui peut être devant sa maison durant un massacre, mais à avoir cette capacité très rapide à vous faire pénétrer à l'intérieur d'une maison. Un autre exemple, c'est un valet. Les valets se trouvent sur le seuil des maisons pendant le massacre, peuvent apercevoir un protestant et peuvent avoir cette capacité très rapidement à l'extraire de la rue dans laquelle on est massacré, pour l'exfiltrer vers la maison. Et ça, les contemporains, les chroniqueurs, surtout les rescapés, en ont eu une conscience assez vive. Pourquoi ? Parce que ceux qui prennent la plume pour parler de leur massacre de la Saint-Barthélemy, ces rescapés, ce sont très souvent soit des grands bourgeois, soit des aristocrates. Et ils sont frappés par le fait de devoir leur vie à des personnages qui sont socialement humble, voire très humble, en tout cas d'un statut social en dessous du leur. Et donc, cette question de seuil m'a intéressé parce que bien sûr, c'est le seuil entre l'espace public et l'espace privé. Mais ce sont aussi des seuils sociaux. On a ces personnages qui ont cette habileté-là à être aussi invisibles. On ne les pourchasse pas, ce sont des humbles, on ne les persécute pas. Et ici, on a une zone grise de personnages qui ont sauvé beaucoup de protestants. Et même s'ils sont protestants, on les poursuit pas ? S'ils sont protestants et connus dans le quartier, on va les poursuivre. Mais disons que pour être poursuivi, il faut avoir ce degré soit de célébrité, soit de visibilité dans le quartier, et que les plus humbles ont plus de chances d'échapper au regard scrutateur des voisins. Et un endroit le seuil, c'est aussi un endroit qui ne protège plus. Les portes sont enfoncées, on envahit les maisons, on tire du lit, parfois on assassine directement dans le lit, ultime lieu de l'intime. Est-ce que le massacre efface aussi cette notion de seuil, de protection notamment ? Oui, ça a beaucoup frappé les contemporains. Montaigne, on a parlé, et beaucoup de chroniqueurs aussi. Ce qui frappe, c'est que ce seuil symbolique de protection que pourrait être soit la maison, soit la chambre, soit le lit, soit encore même ce seuil temporel que serait la nuit, tous ces seuils toutes ces enveloppes sont violées pendant le massacre et pendant les guerres de religion. On a de très nombreux chroniqueurs qui soulignent ce point. Les massacreurs ont pénétré en pleine nuit. Les massacreurs sont rentrés dans la chambre à coucher, ont sorti des vieillards de leur lit. Ça frappe beaucoup l'imagination des contemporains. Montaigne dit qu'il fait des cauchemars, souvent en se couchant, en imaginant qu'on l'assommerait cette nuit-là. Et il me semble que dans ce cauchemar-là, on a quelque chose de très symptomatique de ce que c'est qu'une guerre civile. C'est la négation du seuil entre l'oikos, le domestique, et le politique. Le lieu du domestique, la maison, est un lieu qui se politise. À l'intérieur même de la maison, les conflits politiques ou les conflits religieux, qui normalement sont laissés sur le seuil, justement, on dit que dans la maison, on n'emporte pas cette conflictualité politico-religieuse, eh bien, ces conflits politiques, les conflits de la police, rentrent dans les maisons et font qu'on égorge des vieillards dans leur lit.
Et un des seuils de la ville, c'est l'entrée des portes, le ravitaillement est le point faible des villes. Dans ces temps de disette, de faim, vous dites que la vue des denrées réjouit les ventres et endort la vigilance. Cette entrée des villes est un seuil entre la ville et le dehors, entre un monde pris par les catholiques ou par les protestants, moment où on doit aussi laisser ses armes, faisant naître un déséquilibre entre gens armés et désarmés. Qu'est-ce qui se joue à ces points particuliers des portes des villes ? Je me suis rendu compte que beaucoup de scènes qui m'intéressaient, qui sont des scènes de déguisement, se jouaient sur ces seuils entre l'extérieur et l'intérieur de la ville, qui sont le lieu où il y a les remparts. Je vous donne quelques exemples. Ces seuils, c'est vraiment un lieu où les personnes qui veulent rentrer doivent conserver, pour utiliser un mot de Goffman, les apparences normales. Comment est-ce que on a l'air normal quand on veut rentrer dans une ville qui est en état d'hypervigilance comme tous les contemporains? Eh bien, je me suis beaucoup intéressé donc aux scènes de déguisement. Quels sont les déguisements qui vont permettre à des assaillants de rentrer dans une ville en état de garde? Parce que bien sûr, s'ils arrivent avec des armes, s'ils arrivent avec des intentions malhonnêtes, tout le monde va le voir. En quoi on se déguise? On se déguise en femme, on se déguise en moine, on se déguise en paysan. Et donc, ces seuils entre l'intérieur de la ville et l'extérieur de la ville, ce sont des lieux où de très nombreuses mises en scène, où de très nombreux jeux de déguisement se jouent. Alors bien sûr, les gardes des portes m'ont beaucoup intéressé. Quelles sont les techniques par lesquelles ils vont déterminer que telle personne prétendant à l'entrée est inoffensive ou non? Est-ce que la personne qui arrive est vraiment un paysan? Est-ce que c'est vraiment une femme? Est-ce que c'est vraiment un moine? Je vous donne juste un exemple, ça se passe à Senlis, à la fin du XVIe siècle. On a des soldats protestants qui prétendent rentrer dans la ville déguisés en paysans. Ils ont tout ce qu'il faut, tout l'attirail du paysan. Ils ont des longues jupes, ils ont des cerises. Les gardes, à ce moment-là, se mettent à scruter les mains. Et ils s'aperçoivent que les mains de ces prétendus paysans ne sont pas suffisamment sales pour être des mains de paysans. Donc vous voyez ici, sur ce seuil, aussi se jouent des expertises, une capacité à lire les signes qui vont vous permettre ou non de survivre. Et il y a aussi le moment, on a beaucoup parlé de l'espace, il y a aussi le temps. Vous écrivez « La date n'est pas anodine, elle dit les temps dégondés, lisses ou sans bornes, l'impossibilité de compter sur les fêtes pour se reposer. Et à un autre endroit, le temps des guerres civiles est toujours double, creusé de l'intérieur, la surface visible ne servant qu'à cacher une réalité plus périlleuse et plus noire. » Donc il y a peu d'endroits où se cacher, et en plus il y a peu de moments où on peut se relâcher. Oui, ça c'est aussi ce que je pense une des caractéristiques, c'est que tous les temps, toutes les heures sont mises à contribution pour la violence. On a cette idée que pendant la guerre juste, dans une guerre juste, on n'attaque pas le dimanche, on n'attaque pas la nuit, on n'attaque pas les jours chômés. Ce dont on s'aperçoit avec les guerres de religion, c'est que ces temps de protection ne sont pas respectés. On a des meurtres massivement la nuit, on peut attaquer le dimanche, on peut attaquer les jours de fête, et même on se sert de ces prétendus moments de protection pour attaquer l'ennemi. Et quelle est la place de la fatigue? Parce que quand on vous lit et qu'on voit tous ces individus, à quel moment vivent-ils normalement dans ce temps où on est sans cesse attentif à tout? Quelle est la place de cette angoisse et de cette fatigue dans leur vie quotidienne? Alors moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que cet état d'hypervigilance génère une fatigue immense. C'est que précisément, on n'est pas du tout dans des sociétés où on peut dormir sur ses deux oreilles, pour utiliser une expression triviale. Bon, alors ceci étant dit, ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que de cette fatigue, de cette immense fatigue qui s'accroît encore avec le prolongement des guerres de religion, naît un désir de paix. C'est que le désir de paix, il a longtemps été attribué, au génie d'Henri IV. On explique la paix par le grand homme qui impose la paix. Bon, il me semble que il faut aussi comprendre que ces contemporains qui vivent dans cet état d'alarme
permanents sont épuisés et réclament des lieux du repos, des lieux dans lesquels ils peuvent se reposer. Et une des créations qui permet le repos, c'est l'institution. Les institutions, qui sont des créateurs de confiance, nous permettent de nous reposer sur l'institution. Je vous donne juste un exemple, qui est un exemple contemporain. Quand vous posez, enfin contemporain de ma génération, quand vous postez une lettre dans une boîte aux lettres, vous faites énormément confiance à l'institution, la Poste, qui va transporter votre lettre d'un point A à un point B. Ça, c'est infiniment reposant. Quand vous rentrez dans un avion, vous faites confiance à l'institution qui a délivré au pilote son diplôme. Et vous n'êtes pas dans un niveau de paranoïa où vous allez interroger le pilote pour savoir s'il a bien eu son diplôme, s'il n'a pas bu la nuit précédente, voilà. Vous êtes en confiance, vous vous reposez sur l'institution. Alors ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est quand même de dire que je pense que les historiens, moi en particulier, on a un peu tendance dans nos écrits à exagérer cela. C'est-à-dire, ou plutôt, pour le dire autrement, nos sources parlent beaucoup de ces moments de fatigue, de ces moments d'hypervigilance, parce que ça trouble les routines. Et un moment qui trouble la routine, on en parle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien sûr, ces sociétés sont plus dans l'alarme, plus dans l'hypervigilance, mais je pense que il ne faut pas complètement évacuer l'existence de lieux qui seraient des lieux de la confiance, qui seraient des lieux du repos. Ça existe. C'est juste que mes sources en parlent très peu, ou en parlent très mal, ou très vite. Mais on peut espérer, on peut imaginer que dans les couples, entre amis, en famille, même si les familles, les couples, les amitiés sont traversés des conflits religieux, ils sont traversés par les haines religieuses, mais on peut espérer malgré tout que il y a des moments de suspension de ce conflit, des moments de cessation des hostilités, très difficiles à étudier parce que on en parle très peu, mais Pierre Bourdieu a des jolies pages sur l'amour comme un moment de cessation du conflit et des disputes. Mmh. Et vous dites que les derniers jours des protestants se morcellent en une multitude de cas qui révèlent l'échec ou l'impossibilité du groupe à se défendre collectivement. Qu'est-ce qui fait que cet échec de protection ? Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Les protestants, surtout à Paris, se révoltent peu. Au cours du massacre de la Saint-Barthélemy, se défendent très peu. Les protestants sont un parti. À l'époque, ils ont des alliances, ils ont des alliés, ils ont des armes. Pour une partie d'entre eux, ce sont des aristocrates. Et cet état de sidération m'a intéressé. Alors c'est surtout vrai à Paris. Par exemple, à Orléans, on a des traces de résistance des protestants, de lutte des protestants contre leurs massacreurs catholiques. Comment l'analyser ? Alors déjà la sidération, c'est Élisabeth Claverie qu'on a beaucoup parlé, l'impossibilité de croire que ce voisin qu'on connaît de longue date va nous massacrer. On sait qu'il nous aime peu ou pas. On sait qu'il a tendance à lorgner sur notre propriété. Mais de là à imaginer qu'il soit capable de nous tuer, c'est impossible. Et donc moi, ce que je propose, c'est l'idée que les persécutions entre 1562 et 1572 ont préparé les protestants à accepter, ou en tout cas à mal anticiper, ce qui les attendait le soir du massacre. Parce que quelle est leur expérience en 1572, le soir du massacre ? Eh bien, leur expérience, c'est celle de la persécution, c'est pas celle de la mise à mort. De quoi ils ont l'habitude ? Ils ont l'habitude que leurs voisins frappent chez eux, les saisissent au collet, les jettent en prison et les laissent croupir en prison 3 mois. Ça leur est arrivé des dizaines de fois. Et donc, le soir du massacre de la Saint-Barthélemy, à Paris, mais c'est vrai aussi à Lyon, quand le voisin revient frapper une Xème fois, les protestants s'imaginent que, comme d'habitude, on va les jeter en prison, comme d'habitude, on va les laisser croupir ici, mais ils vont s'en sortir. C'est ça l'expérience en 1572, ça va être long, ça va être cher, mais je vais m'en sortir. Et ça, cette expérience-là, du fait qu'on va s'en sortir, qu'on va payer, eh bien ça les conduit finalement à mal anticiper et donc par conséquent à relativement peu se défendre et relativement peu se révolter vis-à-vis de ce qui les attend.
les prisons sont un lieu intéressant parce que justement, ils pensent parfois y être un petit peu en sécurité. Et c'est là qu'il y a des massacres aussi terribles. Oui, alors je pense que les prisons, c'est un lieu mal étudié, sous-estimé dans les massacres de la Saint-Barthélemy. On peut en dire quelques mots. Dans de très nombreuses villes de France, après Paris, c'est le cas à Clermont en Auvergne, c'est le cas à Châlons sur Saône, les protestants sont emprisonnés sur ordre du gouverneur pour leur protection. On sait qu'il y a eu un massacre à Paris, et pour protéger les protestants, on les met en prison, et de fait, il ne se passe rien. À Clermont, en Auvergne, les protestants sont emprisonnés, et ça les protège. À l'inverse, on a un certain nombre de villes, Paris, massivement, mais aussi Lyon, Toulouse, où on enferme les protestants, en partie pour les protéger, en partie pour les punir, et c'est précisément aux prisons, derrière des hauts murs, en partie en secret du reste de la population, qu'une poignée de tueurs, les mêmes tueurs qui s'étaient entraînés à persécuter les protestants, les passent par les armes, et de manière relativement mécanique et facile. C'est-à-dire que quand on a 400 protestants qui sont enfermés à Lyon, ou qui sont enfermés dans la conciergerie, qui sont là depuis plusieurs jours, qui sont désarmés, qui sont fatigués, eh bien, la capacité de tuer à la chaîne est bien plus grande dans ces lieux-là. Je vous donne juste un exemple. Nicolas Pezou, un des principaux tueurs de Paris, se vante d'avoir dans la prison 120 protestants sous la main. Thomas Croisier, un des pires tueurs de la Saint-Barthélemy, se vante d'avoir égorgé 400 protestants. Et pour moi, cette capacité à tuer 400 personnes, et même à prétendre les compter, eh bien, elle s'enracine dans le fait que ces mises à mort de masse ont eu lieu dans les prisons. Et la Saint-Barthélemy est donc un moment de déchaînement de violence. Quelle serait la grammaire de la violence catholique? Et est-ce qu'il y aurait aussi une grammaire de la violence protestante à d'autres moments, du coup? Alors, cette question de la grammaire des violences, elle a été bien étudiée par Denis Crouzet. Il a montré qu'il y avait une grammaire religieuse des violences sur les corps protestants. Ce que dit Denis Crouzet, c'est que on exerce un discours sur les cadavres protestants, post-mortem, après la mort, pour proférer une vérité religieuse. Vérité religieuse, par exemple, les protestants ont blasphémé, on leur coupe la langue. Les protestants se sont rendus aveugles à la lumière de Dieu, on leur crève les yeux. Donc il va y avoir un discours théologique sur le cadavre protestant. Ça, Denis Crouzet l'a très bien montré en parlant des grammaires de la violence. Alors les violences protestantes, elles sont très différentes. On dit, même si ça demanderait un peu plus de nuances, mais on dit que, en gros, les protestants s'en prennent surtout aux choses. Alors, ça leur empêche pas de tuer aussi, mais en tout cas, il n'y a pas de massacre commis par des protestants sur des catholiques de manière massive, et surtout sur des civils catholiques. On a une exception, c'est la Michelade de Nîmes en 1567, où on a ici quelques 80 catholiques qui sont tués par les protestants. La violence protestante en France, elle est principalement symbolique. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais il y a deux raisons. Une des raisons quand même principales, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les catholiques, donc ils ont de toute façon moins de capacité à être violents. On a aussi des raisons théologiques, Denis Crouzet l'a montré. Ces raisons théologiques, c'est que les protestants calvinistes en France sont beaucoup moins angoissés que les catholiques, parce que leur religion a permis une forme de désangoissement. Et puis surtout, ce qu'a montré Olivier Christin, c'est que la violence des protestants, elle s'en prend beaucoup au symbole du catholicisme et au symbole des superstitions catholiques. Ils vont casser les croix, casser les symboles de Saint-Pierre, ça s'appelle l'iconoclasme. Et vous écrivez, le massacre existe dans les corps des bourreaux avant d'exister au dehors. Est-ce qu'on sait par les sources quelle résonance a le massacre dans les corps des bourreaux et aussi dans les victimes qui survivent? Alors, dans les corps des bourreaux, j'aimerais beaucoup vous répondre positivement, mais j'ai jamais rien trouvé. Pour une raison simple, c'est que les bourreaux n'ont jamais pris la plume
pour expliquer ce qu'ils ont fait. C'est un massacre qui ne s'est jamais écrit à la première personne. C'est marrant parce qu'ils sont en vente quand même, Alors, voilà. mais ils ne l'écrivent pas. C'est pas exactement qu'ils sont en vente, enfin si vous avez raison, ils sont en vente, mais c'est que des chroniqueurs ont rapporté que les bourreaux s'en vantaient. Mais en tout cas, on n'a aucun tueur qui a pris la plume pour dire j'ai tué. Ça n'existe pas. Donc concrètement, on ne sait pas trop ce que ça fait. On peut avoir quelques hypothèses. Je vous en livre une seule, parce que c'est une figure qui est assez intéressante. C'est Thomas Croisier. Thomas Croisier devient ermite. Alors voilà, ce qu'on sait, c'est que il reste longtemps des caïds dans les rues de Paris, de Lyon. Ils font la loi, ils sont craints. Ils continuent à tuer. D'ailleurs, on a quelques exemples qui montrent qu'ils continuent leur violence même après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et puis on a ça. Qu'est-ce que ça signifie devenir ermite ? Est-ce que ça signifie un sentiment de culpabilité, une volonté d'en finir avec la violence ? Voilà. Du côté des protestants, on a beaucoup plus de témoignages, notamment au début du XVIIe siècle. On va avoir une mode des journaux, des mémoires aristocratiques, et on va trouver au début du XVIIe siècle des vieux protestants qui racontent comment ils ont survécu au massacre de la Saint-Barthélemy. On a les mémoires de Sully, on a le mémoire du duc de la Force, qui nous explique souvent par le détail, ou encore on a les mémoires de Charlotte du Plessis-Mornay aussi, comment, quelles stratégies ils ont mises en œuvre dans les rues de Paris pour survivre. Et il y a une façon de tuer qui obsède et qui terrifie, c'est la mort par le poison. Parce que là, c'est une mort qui ne verse pas le sang. Qu'est-ce qui leur est intolérable dans cette violence et dans cette mort ? Du fait que le franchissement de la barrière anatomique n'est pas fait, et ça m'a rappelé la peur des gaz pendant la Grande Guerre. Stéphane Audouin-Rousseau a beaucoup écrit là-dessus en disant c'est une mort qui terrifie, parce que là où on a l'habitude, où on s'est un peu habitué à l'ouverture des boyaux, l'ouverture de la barrière anatomique du corps, tout à coup l'obus asphyxiant du coup tue sans verser une goutte de sang. Qu'est-ce qui se passe du coup chez les contemporains du XVIe ? Alors le poison, c'est l'arme par excellence de la guerre civile. On a beaucoup dit tout à l'heure que une des caractéristiques des guerres de religion et des guerres civiles, c'est qu'il y avait une absence de distinction entre le front et l'arrière. Si vous voulez pénétrer l'intérieur de la maison de votre ennemi, vous n'allez pas le faire avec une arme visible. Si vous rentrez avec un fusil, si vous rentrez avec une arbalète, si vous rentrez même avec des couteaux, c'est visible. Vos ennemis, en tout cas ceux que vous voulez surprendre, vont se défendre. Le poison, c'est précisément ce qui va permettre de rentrer de manière invisible chez les personnes. Le poison va permettre d'utiliser des objets absolument anodins pour s'introduire dans les maisons. Alors, ça peut être un œuf, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être des gants. Même, on dit qu'on a retrouvé du poison dans une huître. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'hypervigilance dont on parlait tout à l'heure ? On a dit qu'il fallait être extrêmement aux aguets vis-à-vis des personnes qu'on croise, leur visage. On a dit qu'il fallait être sur ses gardes quant aux rues qu'on traversait. Eh bien ici, ça signifie qu'il faut aussi être sur ses gardes vis-à-vis des objets du quotidien qui potentiellement dissimulent du poison. Et donc le poison va aussi contribuer à rendre le monde insupportable. Il faut se méfier d'une bouteille d'eau qu'on vous tend, il faut se méfier d'une bouteille de vin, il faut se méfier des huîtres qu'on mange. Tout ce qu'on voit, en gros, le poison, c'est ce qui explique l'effondrement du visible. On parlait de la confiance tout à l'heure. Quand on est un citadin dans une grande ville comme Paris ou Marseille, on fait énormément confiance aux signaux qu'on voit. On voit un feu vert, on traverse. On a une affiche qui nous dit qu'il se passe telle chose, on y va. Le poison, c'est cet indice qui dit que ce que vous voyez n'est pas un bon indice et qu'il faut aller creuser en dessous. Derrière cette bouteille, il peut y avoir du poison. Dans cette huître, il peut y avoir du poison. Et ça obsède les contemporains. On a beaucoup dit que Catherine de Médicis avait une réputation d'empoisonneuse parce que c'est une Italienne, parce que c'est une lectrice de Machiavel. Bon, en réalité, les contemporains utilisent beaucoup les poisons. Et ça terrifie les personnes, hein, parce qu'il peut y avoir du poison absolument partout. Et de façon assez surprenante, mais finalement assez logique, il y a une vie qui semble
continuer, se dérouler en parallèle des massacres. Vous écrivez que faire de ces archives sans sang, SNG du coup, que faire de ce dont on ne parle pas d'habitude, car bien sûr, si l'on parcourt haletant des milliers de pages de paléographie, c'est pour trouver du spectaculaire. Comment retrouver cette vie ordinaire qui continue, qui vit normalement dans des temps de massacre, et surtout, que font-ils? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, ça m'a beaucoup intrigué et questionné. Pour mon livre sur le massacre de la Saint-Barthélemy, j'ai beaucoup travaillé sur les archives des notaires. J'ai dépouillé, en gros, toutes les archives des notaires entre août 1572 et décembre 1572. J'ai fait ça à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Rouen, à la recherche d'archives portant sur le massacre, à la recherche de sources documentant la violence. Or, qu'est-ce que j'ai trouvé principalement? Qu'est-ce que j'ai trouvé massivement le 25 août, le 26 août, le 27 août, au cœur du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, et puis la même chose à Rouen ou à Bordeaux? Des actes notariés documentant des pratiques n'ayant rien à voir avec la violence. Ça documente des gens qui achètent des chevaux, qui payent leur loyer, qui mettent leurs enfants en apprentissage. Alors, pendant longtemps, j'ai délaissé ces archives en disant moi c'est pas intéressant, moi c'est pas ça qui m'intéresse, ça parle pas du massacre. Et je pense que là il y a une erreur méthodologique. En fait, ça parle du massacre. Ça parle du massacre, ça parle de ce qu'ont fait principalement, massivement, les Parisiens, les Lyonnais, les Toulousains pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Et vous voyez ici comment je l'articule avec ma thèse des super tueurs. Ces tueurs capables de tuer 400 personnes n'ont pas besoin d'être des milliers pour obtenir un massacre de 10 000 personnes. Donc on a une poignée de grands tueurs. Et puis bien sûr, on a aussi la foule qui participe, le peuple qui participe. Ça, je ne le nie pas. Mais qu'est-ce que disent ces archives? Qu'est-ce que ça dit que pendant le massacre, beaucoup de Parisiens font autre chose, beaucoup de Toulousains font autre chose? Alors c'est très difficile à interpréter, mais pour moi c'est justement une des preuves, en tout cas un des indices, qu'il y a des gens qui continuent à vivre leur vie, à ne pas rentrer dans le massacre de la Saint-Barthélemy. L'interprétation, elle est toujours délicate. Qu'est-ce que ça signifie cette source? Qu'est-ce que ça signifie d'acheter un cheval le 25 août 1572, est-ce que vous pouvez acheter un cheval à midi chez le notaire et produire une source en ce sens et égorger votre voisin à 15 heures? C'est possible. Est-ce qu'on peut être un boutiquier à midi et un égorgeur d'enfants à 15 heures? C'est possible. Moi, mon hypothèse, c'est que ça documente une vie, une routine qui résiste à l'entrée dans le massacre. Mais vous voyez, c'est qu'une hypothèse. Là-dessus, bien sûr, ces sujets, bien sûr, à discussion, à controverse. On peut dire que ces gestes-là sont des gestes, au contraire, qui documentent l'indifférence absolue des catholiques, des voisins, vis-à-vis de la mise à mort de leurs voisins. On peut le lire en ce sens-là. On peut dire aussi que on peut tout à fait acheter un cheval à 15 heures et tuer son voisin à 17 heures. Et dans la réalité, ça a sans doute eu lieu. Moi, il me semble que, en tout cas, c'est ce que je propose, avoir une lecture plus généreuse de ces sources, en disant que on a ici la documentation d'une masse de Parisiens, de Toulousains et de Lyonnais qui poursuivent leur routine. Et en poursuivant leur routine, ne rentrent pas dans le massacre. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et on parlait de la société religieuse et vous écrivez « On ne peut qu'être frappé par l'éloignement de Dieu dans ces histoires. En la fuite, l'homme est livré à lui-même. Il peut compter sur des amis, des animaux, des objets, mais de divin, il n'est guère question. Dieu ne tire plus seul les ficelles de la vie et du trépas. » Qu'est-ce que ça fait à une société saturée de sacré, cette solitude ? C'est effectivement des lignes que j'ai écrites et qui, je pense, cherchent aussi à me positionner d'un point de vue historiographique. Vous avez raison de les souligner. On a beaucoup, ces 30 dernières années, insisté, et à raison, je pense, sur la dimension religieuse des guerres de religion. On a réintroduit Dieu, réintroduit du sacré, et cette rénovation historiographique était nécessaire, et elle est encore importante. Je ne nie absolument pas la présence de Dieu et la présence de motivations religieuses et la présence du sacré dans les guerres de religion. Ce que j'ai essayé, moi, de mettre en avant, mais oui, c'est un geste historiographique, il y a des phénomènes de balancier aussi dans l'historiographie, c'est tous ces témoignages qui, bien sûr, disent que c'est Dieu qui les a sauvés.
il le mentionne en passant, mais qui multiplie les détails expliquant que c'est le voisin, que c'est cette porte qui était fermée à ce moment-là ou ouverte à ce moment-là, que c'est cette trappe, que c'est cette rivière qui était gelée. Certains même font des longs récits dans lesquels l'action de Dieu est relativement invisible. Alors, sans doute ont-ils l'idée que c'est Dieu qui tire peut-être ses ficelles, mais dans le grand contenu de leur récit, ce sont des actions humaines, ce sont des hommes qui sauvent des hommes, ce sont des objets qui sauvent des hommes, ce sont des arbres, des rivières, des oiseaux, des animaux qui leur permettent ceci. Alors qu'est-ce que ça fait ? J'irai pas jusqu'à dire qu'on a ici le début de la laïcisation des sociétés, bien entendu, mais je pense que on a énormément dans ces sources d'action humaine et qu'il est important de les mettre en avant, ces motivations triviales, ces petits objets, ce quotidien qui n'est pas nécessairement saturé de sacré. C'est aussi ça qui m'a intéressé dans la question de la survie au temps des guerres de religion. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Thomas Croisier, donc un des principaux tueurs de la Saint-Barthélemy, pousse le vice encore plus loin parce qu'il vit dans la maison d'un homme qu'il a lui-même tué, Mathurin Lusseau, et vous écrivez, attention c'est magnifique, « Vivre dans les murs de ses victimes, c'est ne jamais sortir du massacre, se condamner à sans cesse humer l'air respiré jadis par les défunts. Habiter les murs des hommes qu'on a assassinés est d'autant plus troublant que les contemporains ont une conscience aiguë de la présence des revenants. » Qu'est-ce qu'on peut imaginer de cet acte ? Parce que là, pour le coup, on ne peut que imaginer. Et qu'est-ce qui se passe après pour ces tueurs, justement, dans leur vie quotidienne ? Ça, c'est vrai que c'est une archive assez saisissante quand je suis tombé dessus. En 1583, 11 ans après le massacre, on a l'inventaire après décès de la femme de Thomas Croisier, qui s'appelait Gabrielle Douillet, la femme de ce tueur, qui nous permet d'avoir l'adresse du couple. Et on s'aperçoit à la lecture de cette archive qu'il habite l'hôtel particulier de son concurrent de naguère, l'orfèvre de la Reine-Mère, protestant, Mathurin Lusseau, qui, selon des témoignages tout à fait crédibles, a été assassiné par ce même Thomas Croisier. Donc on a ici un condensé pour moi du massacre de la Saint-Barthélemy. Ce condensé, ce sont des proches qui tuent des proches. C'est un orfèvre qui tue un autre orfèvre. On a la milice, Thomas Croisier, c'est un milice. Puis on a quand même cette interrogation. C'est vrai que pour les contemporains, il y a des revenants. Les personnes qui sont mal mortes reviennent pour dénoncer leur assassin. Les hantent. Alors là, on peut que imaginer, mais qu'est-ce que ça fait que de s'approprier à ce point ? On sait que ils se sont enrichis, les tueurs, mais vraiment de vivre dans les murs de sa victime. Est-ce qu'il y a un lien entre cette cohabitation avec les fantômes de Mathurin Lusseau et le fait que Thomas Croisier par la suite devienne ermite ? Je sais pas. Voilà. En tout cas, on a ici un témoignage sur l'enrichissement, sur les spoliations, et puis sur ce point qui est difficile à étudier, de la mauvaise conscience des tueurs. On va parler un peu plus de vous maintenant. Vous citez beaucoup de sociologues, notamment Erving Goffman, Pierre Bourdieu et Luc Boltanski. Qu'est-ce que la sociologie vous apporte que l'histoire ne vous apporte pas ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de lectures. De par ma formation, mon directeur de thèse, c'était Olivier Christin, qui a beaucoup contribué à mes lectures, à la fois bourdieusiennes, puis ensuite boltanskiennes. Et c'est vrai que dans la conceptualisation de ces moments, les sociologues m'ont semblé très utiles. Alors, je pense que si je m'en sers autant, notamment dans mon livre précédent, Survivre, c'est que un des gestes que j'essaie de faire, c'est d'extraire les guerres de religion du XVIe siècle pour les comparer à d'autres guerres civiles. Non pas que ce ne soient pas des guerres de religion, non pas qu'elles n'aient pas lieu au XVIe siècle, non pas qu'elles aient beaucoup d'éléments très singuliers au XVIe siècle, mais
par geste d'analyse, j'essaie de les extraire du XVIe siècle pour les comparer à d'autres guerres civiles, à d'autres moments de violence de masse. Et dans cet exercice de comparaison, les sciences sociales, et en particulier la sociologie, sont très utiles. Juste pour vous donner un exemple, je m'intéresse beaucoup, on l'a dit tout au long de cet entretien, à la question du face-à-face de deux personnes de religions différentes dans une rue d'une ville lambda des guerres de religion. Comment est-ce qu'on se croise? Comment est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un pour glaner sur la personne des indices qui nous disent qu'il est catholique ou protestant? Eh bien là-dessus, le sociologue qui est le plus utile pour comprendre ceci, c'est Erving Goffman. Et Erving Goffman, toute son œuvre, c'est comment est-ce qu'on se comporte dans une grande ville. Comment est-ce qu'on garde ce qu'il appelle les apparences normales? Comment est-ce que quand on souhaite, par exemple, il y a des pages magnifiques, Goffman, où il étudie les pratiques, les dissimulations de cambrioleurs qui ont l'intention de faire un braquage jusqu'au moment où ils arrivent dans la banque. Eh bien, jusqu'au moment où ils arrivent dans la banque, ils doivent garder les apparences normales. C'est-à-dire que si tout le monde voit à des lieux à la ronde que ce sont des braqueurs, ça va pas marcher leur coup. Donc jusqu'au moment où ils arrivent dans la banque, ils vont devoir avoir une intention secrète, mais qu'ils doivent camoufler sous la prétention d'exercer une activité tout à fait convenable. Bon, c'est ça qu'étudie Goffman, et il étudie à quel point c'est difficile d'avoir une intention malhonnête qu'on camoufle sur une intention honnête. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais c'est exactement les surprises qui m'intéressent. On a des individus qui ont des intentions malhonnêtes, pour le dire vite, qui vont devoir camoufler leurs intentions. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples pour vous montrer à quel point les outils forgés par les sciences sociales permettent la comparaison, mais aussi, me semble-t-il, permettent l'interprétation vraiment de sociétés du XVIe siècle. Alors Pierre Bourdieu, bien sûr, Pierre Bourdieu est très utile. Je l'ai utilisé dans mon livre Tout ce qui tombe sur le massacre de la Saint-Barthélemy, notamment en mobilisant un concept très connu de Pierre Bourdieu, qui est le concept d'habitus. Le concept d'habitus, il me sert à dire qu'il n'y a pas d'improvisation dans le massacre, que les tueurs ont un habitus de tueur. Et que cet habitus, justement, il ne surgit pas, c'est la définition d'un habitus, il se forge sur le long terme, il ne surgit pas du jour au lendemain. On ne peut pas avoir un habitus de tueur, on ne peut pas décider qu'on a un habitus de tueur. Il faut l'avoir forgé sur le long terme. Et cette notion d'habitus, elle va permettre d'articuler à la fois la préparation et la surprise. Ceux qui improvisent le mieux, ceux qui font les meilleures surprises, ce sont ceux qui ont l'habitus nécessaire pour agir en ce sens. Et puis l'habitus des victimes aussi, ça m'a été très utile. Voilà, tout ça vient de Pierre Bourdieu. Donc bien sûr, les sciences sociales, la sociologie en particulier, est très nécessaire. Bon, ça veut pas dire que je lis pas les historiens, hein. Bien sûr, j'essaie de lire les historiens, mais voilà, je rends visible et je paye ma dette à la sociologie. Et vous écrivez dans Tous ceux qui tombent, citez les noms de ces morts lancés dans la Seine, perdus dans le Rhône. Redonner leurs noms pour ne pas réduire les morts à leur mort, c'est un de vos rôles en tant qu'historien? J'ai l'impression, en tout cas, je vais vous dire que c'est l'impression que j'avais quand j'ai écrit ce livre. Je vous dirai pas que ce geste, je vais le répéter dans tous mes livres suivants. En tout cas, sur ce moment-là, j'ai eu c'est un sentiment, hein, plus qu'une réflexion. J'ai eu ce sentiment qu'il y avait un devoir ici de nommer les noms. Pourquoi ce devoir? Parce que j'ai ressenti à ce moment-là une forme de blessure vive, je peux pas le dire autrement, intime, dans l'anonymat. Dans le fait que ces personnes assassinées il y a 4 siècles, on n'en a jamais parlé. On les a mentionnées brièvement comme un tas, comme un groupe anonyme de victimes de la Saint-Barthélemy. On parlait de Coligny, l'amiral de Coligny tué, on parlait de Catherine de Médicis, et puis 3000 morts. Pour moi ici, l'historien a ce rôle de nommer,
de donner les noms. Alors, est-ce que c'est rendre justice? Je sais pas. En tout cas, c'est pas une forme de justice qui serait judiciaire. Ce serait une forme de justice qui serait historienne. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a paru comme voilà, un des grands devoirs de l'historien de rappeler ces noms, de les lister, de les conserver, de les répéter, de mettre de la chair dans ce qui était, à mes yeux, beaucoup trop anonyme. Et pour finir, je voudrais qu'on s'interroge sur quelque chose de peut-être plus intime encore, ce que l'histoire fait à l'historien, en l'occurrence. Pour qui, pourquoi faites-vous de l'histoire ? Alors je pense que je fais vraiment de l'histoire pour la société dans laquelle je vis. Pour moi, c'est très important d'ancrer l'historien dans la cité. Et ça explique aussi que je participe volontiers au podcast quand on me demande d'en faire, que je fais de la radio, que j'essaie de faire de la bande dessinée, d'adapter mes livres à la télévision, car voilà. Je pense, et je suis pas le premier à le dire, que l'histoire ne mériterait aucune peine si elle n'était pas utile, si elle ne permettait pas, voilà, d'éclairer des situations. Je pense pas que l'histoire livre des leçons. En tout cas, elle nous permet d'étudier des sociétés qui ont été confrontées à des problèmes qui sont similaires ou comparables aux nôtres. Ça veut pas dire que c'est les mêmes. Mais voilà, moi, quand j'étudie ce que ça fait d'être confronté dans une rue à l'irruption soudaine de la violence, les échos que j'essaie de créer, ce sont des échos, par exemple, avec les sociétés confrontées à l'épreuve terroriste. Quand j'ai commencé à écrire mon livre Survivre, c'était il y a fort longtemps, c'était au moment des attentats du Bataclan. Je vous dis ça, voilà, pour vous dire que il est extrêmement important, à mes yeux, voilà, que quand on écrit de l'histoire, on s'adresse à des lecteurs contemporains. On leur fasse comprendre que l'histoire parle du présent, que l'histoire est un outil d'émancipation démocratique. C'est aussi important parce que, vous le savez, aujourd'hui en France, les plus grands vendeurs de livres d'histoire ne sont pas des historiens. Ce sont très souvent des idéologues, et dans un grand nombre de cas des idéologues de droite, voire d'extrême droite, qui diffusent sous couvert d'histoire des visions fossilisées du passé. Et donc ici encore, pour moi, je fais de l'histoire vraiment pour mes contemporains. Moi, je suis fonctionnaire, je suis payé par de l'argent public, et donc j'essaie de contribuer au débat démocratique qui sont les nôtres, de montrer que l'histoire, ça nous permet de répondre à un certain nombre de questions qui nous agitent. Je vous donne juste un dernier exemple. Un des travaux que je mène en ce moment, c'est sur le grand refroidissement climatique qui a lieu pendant les guerres de religion. Il se trouve qu'au même moment que les guerres de religion, à partir des années 1560, c'est le pic du petit âge glaciaire. Ouais. Eh bien, vous voyez ici, j'essaie de m'intéresser à ce que ça fait à des sociétés d'être confrontées à un changement climatique brutal. Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on survit dans... Vous voyez ici que en travaillant sur ça, j'essaie de créer des échos. Mais après, il faut que les lecteurs s'en saisissent. Mais en tout cas, j'essaie de créer des échos avec une situation contemporaine. Alors, comme vous le savez, c'est pas un refroidissement chez nous. Non, c'est plutôt voilà, c'est un réchauffement. Mais voilà, en faisant ça, en travaillant sur ça, j'essaie de montrer que l'histoire a un rôle démocratique crucial. Et enfin, quel feu brûle en vous, Jérémy Forat? La curiosité. Ça paraît un peu banal de le dire comme ça, mais je pense que si on n'a pas cette curiosité pour le passé, on n'arrive pas à travailler pendant des heures et des heures sur des vieux documents d'archives. Moi, j'ai cette forme de curiosité qui est que j'ai envie de résoudre des énigmes, de résoudre des enquêtes, et voilà, cette passion-là me dévore. Et quand j'ai un personnage dont j'ignore tout,
assez rapidement me vient l'envie d'en savoir plus sur lui, de raconter sa vie. Donc voilà, cette curiosité, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui me fait me lever le matin. Super. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous, Léa. Merci encore à Jérémy Foix de sa présence. Merci à vous de votre écoute. Si ça vous a plu, vous pouvez le noter en mettant des petites étoiles et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et sur Instagram ou Blue Sky. À très vite pour le prochain épisode. Nous aurons la joie de discuter avec Nicolas Offenstadt. On parlera Moyen-Âge, Grande Guerre et RDA, mais aussi Urbex. Rien que ça. À très bientôt et en attendant, soufflez sur vos braises.